On est parti dans ce podcast multi-TCG. Bienvenue à vous sur le chat, bienvenue Twitch et bienvenue YouTube. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, ce podcast ne change absolument rien au podcast habituel. Le même. Mais par contre, vous avez maintenant l'opportunité de le regarder en live les mercredis matins ou alors en replay. Pour ça, il vous suffit juste de sub à la chaîne, ça nous soutient. Donc merci énormément pour ceux qui feront la transition de YouTube à Twitch. Comment ça va ? Je précise que ça va très très bien et toi ? Très bien. Je précise que ça ne change rien pour vous YouTube. On dit qu'il est accessible en replay, mais si vous voulez le voir un jour plus tôt ou deux, sortira toujours le vendredi soir à 20h. Trio à YouTube évidemment, mais on se dit, de toute façon on doit le tourner le podcast. Il ne peut pas sortir par magie. Tant qu'à faire, autant le faire en live. On va régaler l'élite, si je puis me permettre. Exactement. On a testé d'ailleurs un petit paramètre sonore. Peut-être que vous n'entendez aucune différence, c'est tant mieux. Si vous entendez une différence, alors sachez que c'est parce qu'on teste des choses. Ouais. C'est en testant qu'on avance. Voilà. Nous ne sommes pas ingé son, donc on teste des trucs. Il se trouve que j'ai un meilleur son, mais une dégaine de merde. Alors, petite fourchette. Je vais au charbon. À ta place, j'aurais trop envie de croquer dans le micro là. Tu vois ? Eh oui, ça, évidemment. Ah, mais je me retiens. Ça ferait un petit son très désagréable, je pense, à l'oreille. J'ai une petite dalle en plus, on va pas se mentir. Pas se mentir. On se retrouve ici dans ce podcast multi-TCG. Le sommaire, il est large. Donc, on va commencer directement. C'est quoi ? Dis-nous de quel TCG on parle ? Tous. Voilà, nickel. Non, on va parler. Nickel. On va parler de Star Wars, on va parler de One Piece notamment, et on va parler de Flesh and Blood. Un des rares podcasts où on ne parlera pas d'Alterd. On vous laisse un peu tranquille Alterd dans ce podcast. C'est vrai. Mais on revient très vite. Il y avait 2-3 trucs à dire. Mais avec les annonces des tumultes. Et oui, annonce tumulte, anus. On peut pas tout faire. Annonce des tumultes championship qui sont tombés, mais en soi, si vous avez écouté nos précédentes vidéos sur Alterd, vous savez ce qu'il vous avez le gros des infos. On a eu surtout la date. Je vous la donne comme ça. C'est ça entre avril et mai. Voilà. Oh, j'ai oublié Lorcana. Bon. On va parler un peu de Lorcana aussi. Un petit peu de Lorcana, bah oui. Je vous rappelle que ce podcast est sponsorisé par La Belle Carte. La Belle Carte, c'est l'endroit dans lequel on est en live. On est très content de pouvoir tourner ici ce genre de podcast-là. C'est aussi notre boutique en ligne. Vous pouvez aller sur la boutique pour vous fournir en produits TCG, labellecarte.fr. Vous avez le code VALEPL 2025 qui vous octroie 5% de réduction sur votre première commande. Et ça vous permet, parce que vous, sur la chaîne multi-TCG, vous savez peut-être pas. Montre-leur. Mais on a... Ah bah tu vois là je suis battu avec le micro-main. Tiens, je te le tiens le micro-main. Merci. Assistant fourchette. Mais on a ce magnifique playmat La Belle Carte édition 2025 en précommande jusqu'au 7 mars. C'est simple, le nombre de précommandes... Quand on lève le tapis, on le voit un peu compliqué. Ouais. Le nombre de précommandes sera donc du coup le nombre de numérotations qu'il y aura sur ce tapis. Passé le 7 mars, vous ne pourrez plus jamais commander ce tapis. C'est pas une précommande puis ensuite de la commande, c'est seulement de la précommande. L'idée c'est de soutenir la chaîne, soutenir le projet et de mettre en avant aussi des illustrateurs de qualité. C'est Alexia Cadou qui a fait ce magnifique playmat, une illustratrice de l'ère toulonnaise avec qui on a décidé de collaborer. Exact. Ce playmat il représente un petit peu La Belle Carte en fait, notre cheminement vers notre boutique TCG de rêve. Ici, c'est vraiment La Belle Carte mis dans un univers Heroic Fantasy. Je vais tenir moi en fait. Vas-y. Ici, on est donc sur La Belle Carte dans un univers médiéval, Heroic Fantasy magnifique. Tu peux le mettre à l'envers, il a une dégaine aussi. Le code VALEPL 2025 fonctionne sur la boutique si jamais vous voulez le précommander. À partir du 7 mars, on pourra commencer donc du coup à vous faire parvenir ce petit bijou. Et donc je le disais en amont, il sera numéroté en fonction du nombre de précommandes. Il y a beaucoup de gens qui ont loupé le tapis 2024 et qui l'ont regretté. Vraiment, passé le 7 mars, il n'y aura pas d'autres mises en vente de ce tapis-là. Le but, c'est de fonctionner en drop, en produit exclusif, de récompenser notre communauté. Et généralement, à chaque anniversaire de La Belle Carte, on essaye de vous proposer un produit exclusif. Donc on est très fiers de ce playmat-là. La communauté Magic en a déjà beaucoup entendu parler, mais vous, la communauté multi-TCG, sur ce podcast multi-TCG, peut-être que vous découvrez ce tapis, c'est le moment d'aller vous le procurer. Et Zach, est-ce qu'on a fait le tour ? Je crois qu'on a fait le tour, par les tapis, code VALEPL. Ah ben, on a oublié le bon d'achat, ça c'est La Belle Carte qui régale. Vous pouvez tenter de remporter 80 € en bon d'achat. Pour ça c'est très simple, il suffit juste d'être abonné à la chaîne, laisser un pouce bleu et partager dans l'espace commentaire. Il y a un bon d'achat à gagner par chaîne et par mois. Les gagnants seront annoncés dans le prochain podcast. Voilà, chaque mois c'est 80 € pour la chaîne multi-TCG. C'est un régal et c'est La Belle Carte qui régale. Ça fait plaisir. Et dernier petit big up à GameGenic. Et ben GameGenic qui est notre partenaire bientôt accessoire. Des produits, on n'a pas encore reçu, mais là il y a 200 kilos qui arrivent. 200 kilos, c'est pas moi qui dis 200 kilos, c'est ce qui a écrit. C'est énorme, mais ça va nous permettre de renouveler toute notre gamme produit, c'est-à-dire de remplacer tous les produits qu'on a accumulés depuis 7 ans et aussi de subvenir à nos besoins pour l'année 2025. Ça nous permettra d'ailleurs de vous faire quelques reviews de produits sur ce qu'on a apprécié.
et la porte s'ouvre toute Il seule. y a un fantôme, littéralement. C'est des fantômes. Donc, on a hâte de pouvoir vous proposer de vous les présenter, les produits Game Genic. Mais en tout cas, ils nous soutiennent sur l'année 2025, donc gros big up à eux. Exactement. On commence par Star Wars. C'est rare. D'habitude, de Star Wars, c'est plus tard dans le podcast. Là, c'est cash. Ouais, mais c'est une belle annonce que j'avais envie de mettre en avant parce que Star Wars a pu souffrir d'un petit manque de hype de par une certaine problématique d'assort produit en français. Ouais. Je trouve par contre que FFG, là où certains leur ont tapé dessus, en amont même avant qu'ils sortent Star Wars de par leur passé, je trouve que là, ils prennent les bonnes décisions, ils réagissent au bon moment et ils ont envie, entre guillemets, de designer un espace de jeu et un espace de compétition cool. Et donc j'avais vraiment envie de mettre en avant ces petites annonces-là. Ils ont annoncé 2 types de tournois, que sont les Sector Qualifiers et les Regional Qualifiers. On va rapidement revenir sur les Sector Qualifiers. C'est simple, c'est des Open à plus de 1000 joueurs, littéralement. Donc c'est l'équivalent d'un Grand Prix à Magic. Enfin, jusqu'à 1000 joueurs, combien y en aura-t-il ? Jusqu'à 1000 joueurs, tu te ramènes, tu payes ta PAF et tu passes 2 jours de tournoi régalé. Tous les joueurs qui font X2 ou mieux... Je vais fermer cette porte magique. Bien sûr. Tous les joueurs qui font X2 ou mieux passent au jour 2. Donc en gros, s'il y a 9 rondes en fonction du nombre de joueurs, tu fais 7-2, tu passes au jour 2. Et ensuite, au jour 2, il y a ensuite quelques rondes suisses into top 8. L'avantage de faire top 8 dans ces sector qualifiers, c'est que ça t'octroie le droit d'être directement au jour 2 du Galactic Championship. Le Galactic Championship, c'est les Worlds. En gros, en même temps, c'est galactique. Quand tu gagnes un Planetary Qualifier, il faut le gagner, tu es qualifié pour le jour 2. En fait, le Galactic Championship, c'est un Open, mais par contre, tu te qualifies directement au jour 2. J'aime bien ce système. Ça veut dire qu'il n'y a aucun tournoi de Star Wars qui est sur qualification. Théoriquement, tu peux participer à tous les tournois. Par contre, le plus gros tournoi qui est le Galactic, qui est à Las Vegas en juillet, eh bien lui, tu peux te qualifier directement au jour 2 de plusieurs manières. Premier à un Planetary, ou alors top 8 d'un Sector Qualifier. Ok. Il y aura évidemment des lots de zinzin pour les gens qui font jour 2 à un Galactic Championship. Stylé. Donc ça, c'est très cool. Pareil, il y a pas mal de lots qui seront octroyés aux participants et ensuite aux gens qui feront jour 2 et top 8 des Sector Qualifiers. On vous a mis en image... globalement, ce type de carte à gagner avec ce type de tapis. Le tapis très très joli. Très joli. Moins bon que le tapis la belle carte, mais c'est pas mal quand même. L'avantage du Sector Qualifier, c'est que c'est aussi un événement, on va dire, familial. En gros, tu peux venir pour faire du side event, pour rencontrer la communauté, pour voir des illustrateurs. C'est aussi une fête du jeu. Donc c'est proche de ce qu'on connaît sur un Lorcana Challenge ou une Magic Con à Magic. Donc ça, j'aime beaucoup ce genre de mise en avant et de mise en place, ce qu'ils appellent la saison 0 chez Star Wars. C'est-à-dire qu'ils vont prendre tous les retours de la communauté sur ces événements-là pour essayer d'améliorer par la suite. Ils ont déjà annoncé quels sont les 4 sectors qualifiers de l'année. Il y en a 2 aux USA et 2 en Europe. On avait peur que l'Europe se fasse un petit peu dodge parce que Star Wars, ça marche très bien aux États-Unis. En Europe, c'est encore balbutiant. Et en fait, non, pour la saison 0, ils font vraiment un partage équitable avec 2 en Europe et 2 aux États-Unis. Cool, à l'image de ce qu'a fait Lorcana. Et donc, ça veut dire que les retours de la saison 0 guideront la saison 1. Mais ça veut dire que si en finale, les tournois en Europe sont totalement délaissés, boudés, alors que ça marche énormément aux États-Unis, peut-être que vous aurez moins de tournois en Europe. Donc si vous aimez Star Wars, allez faire ces tournois pour montrer au jeu que oui, en Europe, il y a une communauté et que ça vaut le coup en fait, d'aller faire ces tournois. Pour les USA, ça sera à Denver le 5 et 6 avril et à Richmond le 26 et 27 avril. Donc ça arrive très vite et ça sera organisé par Star City Game, qui est un organisateur d'événements qu'on connaît bien et qui fonctionne très bien. Ils ajoutent ça à leur arc. En Europe, ça sera un peu avant, ça sera le 29 et le 30 mars à Milan et le 5 et 6 avril à Liverpool. Et là, ça sera organisé par Organized Play Events. Je ne sais pas qui sont ces personnes. Non, je ne sais pas. On dirait même un nom de code. C'est l'Organized Play Event. Mais c'est peut-être qu'ils ne savent pas encore qui l'organise. Ils ne savent pas encore. Et ils ont mis un nom comme ça. Alors, je ne connais pas. Je ne les connais pas. Maintenant, il n'y a pas que les sector qualifiers qui ont été annoncés. Il y a les regional qualifiers. Incroyable. Eux, ils ne sont pas au nombre de 4, mais ils sont au nombre de 2 dans l'année. Il y en a un aux USA et un en France. Enfin, oui, il est en France, mais c'est en Europe. Incroyable. Le teasing. Et là, ce n'est pas des Open à plus de 1000 joueurs, c'est des Open à plus de 2000 joueurs. Lorcana Challenge. Donc là, on est sur de l'Open, de l'Open, de l'Open. C'est-à-dire qu'en gros, tu viens, il y a masse de monde et tu te régales. Pareil, le top 8, il est qualifié aujourd'hui du Galactic Champ. Et tu auras des lots en fonction de ton classement. Je te laisse montrer un peu ce que vous pouvez tenter de gagner. Voilà, donc des cartes exceptionnelles avec des tapis exceptionnels. Je regrette le fait qu'il n'y ait pas de cash prize. Encore une fois, on récompense les joueurs avec des produits. Mais tu connais, il y a beaucoup de TCG qui font ça. Donc on mettra en avant Magic et Flesh and Blood qui, eux, mettent la main au portefeuille en plus de fournir des cartes exceptionnelles. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus ? Le qualifier américain, il sera à Minneapolis le 24 et 25 mai. Ça sera organisé encore une fois par Star City Game. Et c'est encore une fois après l'européen.
Ouais. Donc tout ce qui se passe, enfin tous les nouveaux événements commencent en Europe. Mais parce que je pense qu'ils veulent d'abord faire le brouillon en Europe et réussir La aux États-Unis. température. Ouais. Je sais pas. En tout cas, je Bah, sais que. Et encore que c'est pas le même organisateur, donc ça change rien. Ouais. Mais bon, Star Wars se passe. Oui, mais ils peuvent quand même se faire passer le message d'un organisateur à l'autre sur ce qui était cool, ce qui était moins cool. Effectivement. Je sais quand même que Star Wars est plus hype aux États-Unis qu'en Europe. Mm. Donc ils ont tout intérêt quand même à soigner les événements américains. Ouais. Ça veut pas dire que les événements européens seront pas de bonne qualité. Mais en tout cas, les annonces me hype vraiment pas mal. Et donc pour la version européenne, ça se passera en France, ça sera à Lille le 3 et 4 Quel mai. plaisir. Lille, c'est vraiment une ville de TCG. Hein. Ouais, ça accueille. Hein. C'est bien central en fait pour déjà le Royaume-Uni, pour l'Europe, nord de l'Europe, l'Europe au global. C'est bien quoi. Et ça sera organisé par un organisateur qu'on connaît très bien qui s'appelle Fanfinity, qui était anciennement Tournament Center. L'organisateur européen. Voilà, et qui fait du super boulot. Donc je suis content que Star Wars ait fait appel à leur service pour cet énorme Open. Ouais. Comme pour un secteur qualifier, des side events, tu peux venir aussi jouer, open, taper le carton, c'est un Open. On se fait plaisir. Donc globalement, maintenant, on a toute la structure de l'Organize Play de la saison 0 de Star Wars. Y a les Planetary Qualifiers, c'est un peu les Pro Tour Qualifiers, quoi, globalement. Ouais. C'est les événements en boutique qui te permettent d'aller te qualifier, non pas à un tournoi, mais au jour 2 de ce tournoi, ce qui est plutôt cool. Les Galactic Championship, c'est les Pro Tours, mais comme il n'y en a qu'un, on va dire que c'est les Worlds, sauf que c'est un Open. Par contre, les gens qualifiés accèdent direct au jour 2. Oui, en fait, c'est un Open avec passe droit. Exactement, c'est un Open avec les meilleurs que vous retrouverez quand même sur le jour 2. Il y en a un seul dans l'année, c'est à Las Vegas, 25 et 27 juillet. Ouais. Las Vegas, encore une fois, une belle place de choix pour aller faire des énormes événements. Effectivement. D'ailleurs, je précise, je vous mettrai le lien en description, les places pour le Galactic Championship, parce que c'est aussi comme une Magic Con, un endroit pour fêter la licence Star Wars. Les places sont ouvertes depuis le 7 février. Et à mon avis, ça va partir très vite. Ah oui. Donc si jamais il y a des gens qui veulent se régaler et aller à Las Vegas, je vous mets le lien pour prendre vos places pour le Galactic Championship. Les secteurs qualifiers, je vois ça comme des grands prix, littéralement. Et c'est ça. Les regional qualifiers, je vois ça comme des gros grands prix, littéralement. Des méga grands prix, des Magic Con. Voilà, des méga grands prix, exactement. Ok. C'est pas mal, hein. C'est un tour de chauffe comme ils l'ont annoncé. Ouais, c'est classique, ça marche. Hein. Ils vont prendre la température de ce qui se passe en saison 0 pour designer la saison 1. Franchement, si la saison 1 reste, entre guillemets, que les retours sont bons et que reste à l'équipe de la saison 0, ça me paraît tout à fait fonctionnel pour un TCG. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas pris de risque et que ce qui peut arriver, entre guillemets, c'est qu'il n'y ait pas assez de fréquentation. C'est le seul hic, on va dire. J'ai peur sur les Open à 2000 joueurs en Europe, très honnêtement. Je pense pas qu'ils capitalisent spécifiquement sur la licence pour ramener des gens hors joueurs. Non, je pense pas. Contrairement à l'Orcana qui arrive à drainer un peu, mais bon, c'est Disney, c'est très puissant. Donc il va falloir que les joueurs se motivent, soient dispo, y aillent. C'est une période qui, on l'a déjà vu, notamment avec l'Orcana ou autre, est propice à ça. Il y a énormément de gens dans ces périodes-là qui sont dispo, qui se déplacent, en espérant que les joueurs Star Wars aussi, quoi. Et donc ça veut dire que par contre ils cumulent l'entièreté de leur année compétitive entre mars et juillet. C'est très pour la restreint. saison 0, ça arrive souvent que tu aies une saison soit très longue, soit très courte. Mais même je trouve l'année d'après tu fasses les TCG généralement au lieu de s'étaler sur toute l'année, ils font un peu des préférences de timing. Tu vois par exemple l'Orcana c'est plutôt étalé sur la fin de l'année. Genre globalement les premiers challenges ils vont commencer en mai et ça va se décliner jusqu'à la fin de l'année. Ouais, parce que là tu as une saison un peu étrange qui dure 1 an et demi. Du coup, ça décale, tu vois ce que je veux dire. Ils ont commencé la saison en avril, du coup. Mais inversement, Magic, lui, a plutôt pris le parti, et peut-être que même c'est une organisation multi-TCG où il s'adapte aux organisations des autres, parce que globalement, lui, Magic, se concentre surtout sur le début de l'année. Le dernier Pro Tour, il sera joué en juillet. Juillet. Et ensuite, tu as les Worlds en décembre. Ouais, mais c'est rare, normalement, les Worlds sont plutôt en octobre, donc en fait, c'est assez bien régulé. C'est juste que cette année, il y a un gros écart. Ouais, oui, mais ça fonctionne très bien. En gros, si tu veux, tu vas avoir toute ta saison Magic qui est plutôt en début d'année, toute ta saison Lorcana qui est plutôt en fin d'année. Et j'ai l'impression que Star Wars, lui, essaye aussi d'avoir son propre créneau. En gros, de surstimulation compétitive. Quand tu arrives et qu'en plus, il faut que tu ramènes des gens, tu n'essayes pas de te mettre sur les créneaux des autres. Tu essayes plutôt d'avoir. Il y a de plus en plus de TCG, de plus en plus de gens qui veulent faire des Open à 2000. Donc forcément, il faut quand même essayer de. Dans cette ère multi-TCG qui existe où les gens consomment plusieurs TCG, il faut essayer de ménager le chou et je ne sais pas quoi d'autre. Oui, non mais c'est bien, franchement, hâte de voir les retours et en espérant que ce soit populaire en termes de concentration. Je ne sais pas si nous on sera présent à Lille le 3 et 4 mai, mais c'est un truc qu'on n'exclut pas, tu vois. Si FFG vous passez par là, que vous voulez nous envoyer sur place pour prendre un peu la température de ce truc, ça me déplairait pas. Faut se positionner très vite, FFG, parce qu'il y a beaucoup d'événements TCG en mai et juin.
Donc si jamais Mais vous voulez, il faut y aller. Hein. Le podcast multi-TCG, on est là pour faire des appels du pied. Des Ouais. appels du pied, là, hop, accélérateur. Ah, les gars, si vous voulez nous envoyer, nous, on est chaud. Hein. Il faut nous le dire. Alors, on vient, on fait un petit cosplay Mais concours de sabre laser, on fait ce que vous voulez. De toute façon, je serais On curieux, regarde. autant que faire se peut, d'aller globalement regarder les énormes tournois de chaque TCG. De toute Oui. façon. Voir Ne un peu serait-ce comment que ça par se passe et curiosité, tout, effectivement. par analyse comparative, tu vois. Par simple professionnalisme. C'est pas du tout pour prendre du bon temps. Ah, nous, on déteste les cartes. Hein. Ah bah. Nous, vraiment, c'est le boulot. Hein. Ah bah c'est boulot quoi. Donc, vraiment, non. Putain, puis Lille, c'est pas une ville super chouette quoi. Ouais, en plus, c'est quoi? C'est 1 heure en avion, là, 1 heure et demie. Non, en plus, c'est galère, c'est loin. Bon, Voilà. je voulais revenir rapidement sur l'Orcana. On a fait une vidéo dédiée à notre avis sur les Ouais. cartes multicolores, mais il y a plein de gens qui vont consommer le podcast multi-TCG et qui ne viennent pas nous voir sur la chaîne l'Orcana. Tout à fait. Il faut Déjà, savoir c'est dommage. que c'est très dommage. Il faut savoir que le chapitre 7, l'île d'Arcasia de l'Orcana, a introduit des cartes multicolores dans le jeu. Rapidement, succinctement, on en pense quoi? C'est cool. Ça n'a pas été implémenté de la manière dont beaucoup attendaient, notamment. Pour ceux qui ne suivent pas du tout, on a le droit de jouer 2 couleurs dans l'Orcana. Et ces couleurs-là doivent être jouées dans un deck qui joue strictement ces couleurs. À contrario d'autres jeux, par exemple, qui permettraient de jouer cette carte-là dans un deck qui contient une des 2 couleurs. Ouais. Donc, ça ne permet pas de splasher une couleur, comme par exemple la Magic. C'est restreint, c'est une restriction, donc les cartes sont moins versatiles, mais du coup, à contrario de ça, on gagne un power level qui normalement est un peu plus élevé, qui fait un peu plus de choses et qui font aussi des combinaisons d'effets que les 2 couleurs feraient indépendamment. Ouais. J'aime bien du coup comme ils l'ont implémenté parce que c'est simple. Je trouve que pour la plupart, on a fait une set review de quasiment tout le set. Si vous voulez aller la voir sur la chaîne Lorcana, je trouve que pour la plupart des cartes, ils ont quand même été un peu timides. Ils auraient pu pousser un petit peu plus. Poche un peu plus de par le Légèrement, fait quoi. que la carte soit vraiment ancrée à 2 couleurs C'est et ça. donc pas un staple que tu peux mettre dans tous les decks. Exactement. Et en même Je temps, trouve que c'est pas très push aussi. ils ont la vision à long terme. Peut-être qu'il fallait commencer par ça pour petit à petit faire des choses. On rappelle que quand on est à la R&D, on sait que il va y avoir du power creep, donc que les cartes vont être de plus en plus puissantes à un certain degré. C'est obligatoire au bout d'un moment. Donc c'est vrai que y aller petit à petit, ça leur laisse plus d'espace de création. Ouais. Mais c'est vrai que là, on sent quand même que avec cette nouveauté, ils ont un petit peu rongé le frein en mode, maintenu le frein plutôt, Maintenu genre le frein, ouais. tranquille quoi. Non, ils l'ont rongé, c'est parti Ils en, l'ont rongé, parti en ouais. cacahuète. C'est l'inverse. Ouais. Mais peut-être aussi, il y a le fait que, d'après nos infos, le chapitre 7, c'est le chapitre qui a été designé une fois que le jeu était déjà sorti. Ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, tous les sets ont été designés jusqu'au chapitre 6 avant que le jeu sorte. Ils n'ont peut-être pas anticipé la puissance et le power level du jeu dans lequel on est actuellement. Et du coup, au moment où ils designent le chapitre 7, on doit être probablement à la sortie du chapitre 1. Ouais. Ils estiment que le power level des cartes qui sont annoncées sont assez puissantes pour impacter le format. Et il se trouve que le Hive Mind, c'est-à-dire la somme de tous les joueurs qui jouent à leur jeu, a été beaucoup plus loin que ce que la R&D a pensé, ce qui arrive sur quasiment tous les TCG. Tout à fait. Bah, tu es obligé d'avoir beaucoup d'avance ou alors d'être C'est très ça. bon. Mais donc du coup, tu te plantes souvent sur tes estimations et de puissance et de méta. Ouais. Donc c'est pas étonnant, mais pour une nouvelle mécanique, genre en plus ça avait été utilisé, il y avait comment ça s'appelle, les couleurs qui étaient présentes sur certaines cartes comme Lady et Bolt. Ouais. On voyait les couleurs de leurs cartes sur eux. Ça voulait tout et rien dire, mais les gens commençaient à se dire ah ouais ça va être ça. Il y avait la phrase, il n'y a pas forcément de phrase d'ailleurs pour plébisciter un nouveau set avant qu'on ait des infos. Là il y en avait une, c'était genre attendez-vous à des nouveaux tricks, un truc comme ça. Du coup il y avait vraiment un teasing de ah, il va se passer des choses et tout. Donc je trouve que quand tu fais un peu monter la hype et que tu as des cartes et que tu es un peu en mode ah bon bah ça je suis obligé de la jouer dans tel deck, est-ce que je peux monter tel deck et tout, ça se trouve ça va créer plein de nouveaux decks et ce sera Ouais, génial, hein. en fait, Mais dans tous les cas, on est actuellement- toujours surpris. Voilà, actuellement on est un peu en mode ah bon bah je pense que vu la restriction, parce que c'est un truc moins bien les cartes bicolores qu'une carte normale, on s'attendait à ce que ce soit un petit peu plus patate. Ouais, je suis assez d'accord avec cette analyse-là. Mais par contre, le fait qu'elle soit pas splashable en couleur dans d'autres decks, moi je pense que c'est important pour la lisibilité, l'accessibilité, la simplicité du jeu. Je parlais de ça suis, par rapport à ce que les gens attendaient. Ouais, tout à fait. C'était logique d'attendre ça, mais au final ce qu'ils ont fait c'est mieux pour le jeu. Je suis d'accord avec ça. Donc voilà, pour notre avis, on a un avis qui est beaucoup plus détaillé, argumenté et qui prend à l'appui certaines cartes, qui est notamment sorti sur la chaîne Lorcana. Oui. On vous invite à aller le voir. Maintenant, je vais vous faire un petit point sur. là, ça me fait plaisir. Là, c'est le jeu du moment. Moi, je vous le dis. Moi, j'aime bien m'abandonner corps et âme dans de nouvelles passions. Et là, Mais en non. ce moment, ma passion, l'océan dans lequel je plonge, c'est One Piece.
Voilà, One Piece Card Game m'a embarqué. Il faut y aller. J'ai pris la mer. Le roi des pirates, ça sera moi. Je te l'ai pas dit. C'est vrai. Je te le dis. Stylé. Je vous l'annonce. Je te vois plus comme un capitaine corsaire sur ton île là. Ouais, tranquille, Pépouze. Ouais. Ah, mais fait les poches à ceux qui passent. je vais prendre la mer là. Tu vas prendre Je vais prendre la mer. J'ai entendu le message de Gold Roger. Je veux choper le One Ça Piece. t'a convaincu. Non, en ce moment, ouais, One Piece, ça me hype beaucoup. J'y joue en off, j'y joue en on aussi. Je prends beaucoup de plaisir. Et on a la sortie de Premium Booster qui arrive le 27 février. En français. Probablement précommande disponible sur labelcard.fr au moment où ce podcast est en ligne. Donc n'hésitez pas à passer faire un tour sur notre boutique. Avec le code VALEPEL 2025, vous avez 5% de réduction si c'est votre première commande. Donc ça peut être très très cool. Et effectivement, ça sort en français. Et je voulais faire un petit focus sur ce produit-là parce qu'il me semble que si vous débutez One Piece, c'est probablement le meilleur produit du jeu. Bangers. Alors, mais le bangers que c'est. Franchement, OP9 est très élevé dans la tier list des meilleurs produits pour commencer. Ouais, mais parce que c'est aussi une bonne extension. Alors que PRB, genre, c'est juste, c'est fait pour ça. Le concept de Premium Booster, c'est littéralement d'être une extension qui n'apporte rien de nouveau, mais qui réédite les meilleures cartes de OP1 jusqu'à OP06. Alors oui, si vous voulez jouer exclusivement en français, il vous manquera les cartes d'OP7 et d'OP8, mais Premium Booster numéro 2 a été annoncé pour le mois de septembre. Et donc, se chargera de régler ces problématiques-là. Mais en gros, maintenant, si tu veux jouer en français, tu as les meilleures cartes de OP1 à OP6, et ensuite, tu auras de OP9 jusqu'à toute la suite. Ouais. Donc, si jamais tu es réfractaire à l'anglais, eh bien, tu peux te fournir du Premium Booster français, complété avec l'OP09 que tu aurais déjà commencé à acheter, et notamment tes starter decks, pour, en fait, entamer ton processus de joueur compétitif sur One Piece. Et ça, je trouve ça super bien. Je voulais mettre en avant quelques cartes, quelques staples génériques ou staples même inhérentes à certains leaders que vous pouvez récupérer pour justement vous mettre en lumière que c'est un super set. On peut commencer notamment par Borsalino, voilà, qui est un bloqueur 5000 pour 4, hyper joué dans la plupart des bases noires. Lui, il est sorti, je crois, en OP3 ou 4, OP2 même. Et globalement, vous le trouvez encore dans les decklists compétitives actuellement. Okay. Il n'est pas présent partout. Il y a des decks qui l'accueillent mieux que d'autres. Genre dans Blackbird, tu vas jouer que des cartes Barbe Noire et donc tu vas pas avoir besoin de Borsalino. Mais si tu joues Lucci, si tu joues Moria, si tu joues Smoker, tu seras toujours heureux d'avoir un Borsalino. Ça fait partie des très bonnes cartes que les nouveaux joueurs vont être hyper contents de récupérer. Okay. Et moi, j'adore le personnage. Trop bien. Et ouais, j'allais dire, toi en plus, ça te régale. Ben ouais. Personnage qui te régale aussi. Le Moria, c'est simple, si tu joues late game dans ton deck et que tu peux avoir du noir, Moria c'est probablement une des meilleures cartes late game du jeu. Elle va permettre de reborn des cartes de ton cimetière et donc du coup de trouver des loops plutôt intéressantes ou juste des cartes qui vont t'apporter de la gestion ou de la value. Donc si tu as 8 mana à investir dans ton deck pour prendre le board face à ton adversaire, Moria c'est un must-have, c'est un staple, c'est une des meilleures cartes du jeu. Et encore une fois, c'est présent dans Premium Booster. Donc, ça régale. Donc foncez, ouais, complètement. Ça régale totalement. Ensuite, on passe à Eustace. On a l'ami Kid, Eustace Kid, lui qui est un gros bloqueur 6000 qui fonctionne très très bien avec les decks violets, parce qu'en fait les decks violets vont te demander de remettre des dons dans ton deck. Ça fait partie des mécaniques de ton deck, tu vas ramper, mais en contrepartie certaines cartes, pour déclencher leur effet, vont te demander de remettre des dons dans ton deck de dons. Ça permet de re-ramper potentiellement. Exactement. Lui en fait, il va te permettre de contrebalancer cette dynamique-là, parce qu'au moment où tu remets un don dans ton deck de dons, lui il va te permettre de rajouter un don de ton deck sur ton champ de bataille. Donc c'est un relativement bon bloqueur. C'est une carte qui est vraiment bien en go second quand tu joues Purple Luffy. Ouais. Et Purple Luffy, c'est un deck qui est franchement acceptable actuellement. Ouais. C'est pas le tier 1 du jeu, mais c'est pas le tier 2 non plus. Ça oscille entre les deux. Et vous aurez besoin de ce kit si vous voulez améliorer le préconstruit ST18. Ok, trop Donc, bien. très vous bon. pourrez retrouver sur la chaîne bientôt. Ou déjà ? Je pense que c'est déjà sorti même. C'est peut-être même vous pouvez déjà regarder sorti. cet affrontement, assez cool. Ensuite, on a Yamato. Alors ça, je vais te laisser en parler. Ah ça, mais ça c'est incroyable. C'est pour toi. Yamato. Si vous jouez NRU ou peut-être même du jaune au global, mais surtout NR. Surtout mais NRU. c'est probable que ce soit bien dans Kata. Cette carte, elle est incroyable. C'est déjà trop cool, c'est Yamato. Ça tape à 9000. Alors, c'est du late game, hein, mais en même temps, NL, on n'a que ça, du late game. C'est soit ne pas crever, soit du late game. Ouais. C'est l'un ou l'autre, les cartes. Elle a un effet... Alors, pour le coup, elle a un texte assez long, alors que son effet est très simple. Vous allez KO quelque chose qui a un coût équivalent au point de vie adverse, plus les vôtres. Donc, plus ça arrive tôt, plus vous avez survécu sans taper adversaire, plus Yamato est efficace. Puis, si vous avez un point de vie au moins, vous rajoutez un point de vie du dessus de votre deck dans vos PV. Donc, si vous voulez vous en servir au maximum, il faut essayer de choper un cost 5 ou 6 à votre adversaire en n'ayant que 1 PV vous et 5 en face. Et ensuite, vous gagnez un PV. Si vous avez beaucoup de points de vie, vous n'avez pas besoin du PV, donc c'est pas grave, vous allez pouvoir gérer un truc plus gros. Si vous êtes dans la mouise, vous allez gérer des petits trucs, mais vous allez gagner votre point de vie. Enfin,
Voilà, c'est assez versatile comme carte, c'est toujours un bon effet. Et c'est trop bien. Son seul défaut, c'est que ça ne combo pas. Mais en même temps, c'est comme toutes les cartes qui valent cher quasiment. Ouais, Elles sont là pour être c'est jouées. rare que les grosses cartes de late game combattent. C'est Ouais, justement counter, pardon. il faut que tu fasses le coup d'opportunité de présence dans ton deck. Est-ce que tu veux beaucoup de late game ou alors est-ce que tu veux quand même des cartes défensives? Ouais. Ça me paraît pas étonnant, mais en tout cas, carte ultra jouée et qui ravira les. Ouais, les pour fans vous de dire, je sais plus dans lequel c'est sorti. Je crois que c'est 4. OP4. Non. J'ai un doute. C'est-à-dire ça Ouais. Ah, je saurais pas te dire. C'est OP4. OP4, ouais. Je sais te dire en fait. Dans OP 10, donc on attend OP11, c'est encore joué. C'est encore joué dans les decks. Ouais. Donc vraiment, ça fait un moment que la carte est bien et à mon avis, elle va continuer d'être bien dans les decks qui veulent faire ça. C'est pour ça que c'est hyper important Premium Booster et je parle même pas de l'aspect collection, je parle même pas du fait qu'il y ait une manga Nami et tout. Voilà. Là, nous, la collection c'est bien, mais on est des joueurs avant tout et j'avais vraiment envie de mettre en avant le côté hyper accessible de cette extension si tu veux te mettre au compétitif du jeu. Tout à fait. On continue avec Dofi. Oh, ça, j'ai joué contre il n'y a pas longtemps. C'est fort, ça. Le gros Dofi, pareil, on parlait du late game des decks jaunes, on a parlé du late game des decks noirs, ça c'est un peu le late game des decks verts. C'est simple, c'est un 10 000 pour 10, mais quand il arrive en jeu, il freeze 3 personnages adverses, leader compris. Pas mal. Donc en termes de gain de tempo, il est ultime, c'est le boss de fin, il est vraiment très fort, il est joué notamment dans Bonnie actuellement. Pareil, c'est pas un deck tier 1, mais c'est la meilleure itération d'un deck vert que tu puisses jouer actuellement. Et ça navigue entre le tier 1.5 et le tier 2. Tu vois, c'est entre Purple Luffy et je sais pas ce qu'on a en tier 2, un truc comme Yamato peut-être. Donc ça reste, si vous aimez la mécanique des decks verts, un très très bon deck à ramener en tournoi, l'ami Bonnie. Et notamment parce que ce Doflamingo est une vraie plaie en fin de partie. Ouais, j'en ai fait les frais. C'est difficile. Alors si vous n'êtes pas vraiment très devant, difficile de reprendre un tempo derrière. Et c'est la dernière carte ou j'en ai encore une? Il y en a une dernière, une carte que tu détestes, mais qui est particulièrement puissante. Je l'ai appelée Requin Nul. pour te faire la petite passe D. Odie Jones. Tu connais la carte? Je connais la carte. La carte est puissante. C'est la seule carte d'ailleurs que j'ai achetée au Japon parce que j'ai acheté une carte aléatoire dans un distributeur et c'est Odie Jones qui est sorti. Ouais. Et j'avais le démon. Cette carte-là tue beaucoup de gens. C'est une des meilleures cartes pour tuer. En gros, c'est une carte qui va te permettre d'attaquer le tour à l'arrivée en jeu et en plus de ça, d'invalider un des bloqueurs de l'adversaire. Donc c'est une excellente carte de finish game. C'est malheureusement une bonne carte. C'est globalement la meilleure carte late game des decks verts agressifs. Et moi, je sais que sur ma première partie de One Piece Card Game, la première que j'ai fait de ma vie en IRL, je suis mort sur Odie Jones et j'ai fait ouais. Oh, mais j'avais un bloqueur. Ouais, on s'en fout. On s'en fout que t'as un bloqueur. Ah, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort, Odie Jones. C'est aussi fort que le personnage est dégueulasse. Exactement. Donc c'est un petit assortiment. Il y a énormément d'autres cartes qui sont des staples. J'ai sorti que les SR parce que c'est les hits qu'on veut avoir. Mais il y a aussi plein de rares, plein de communes, plein de Danko qui sont extrêmement joués dans la compétition. Donc globalement, si vous prenez des produits Premium Booster, vous achetez des boîtes Premium Booster, vous allez avoir globalement que des cartes jouables. Petit tip, si vous vous mettez à One Piece et que vous êtes un peu on a budget mais que vous voulez quand même vous faire plaisir avec des boosters, Premium Booster déjà c'est super. Vous ouvrez la petite boîte. Il y a le copain, il ouvre sa petite boîte. Vous jouez pas trop noir-rouge. Faites des switches. Noir-rouge. Vous échangez les cartes comme ça, les staples. Les valeurs généralement sont ça assez vaut, ça vaut pas grand-chose dès lors qu'on n'est pas sur de la voilà. collection et du skin. Donc n'hésitez pas. Comme ça, vous récupérez les petites cartes sympathiques et vous avez l'impression d'avoir ouvert deux boîtes de boosters pour les couleurs qui vous intéressent. Moi, typiquement, je joue jaune actuellement. Et Val pas du tout. Donc c'est vrai que quand il y a des cartes jaunes, quand j'ai des cartes jaunes, je lui passe jaune et rouge, c'est pour PL et tout le reste pour moi. Rouge, je vais certainement m'y mettre dans peu de temps. Et non, pardon, je me suis trompé, c'est ça. Et du coup, ça permet de faire des petits trades comme ça. Si vous voulez jouer toutes les couleurs, vous gardez tout. Mais vous êtes gourmand, vous êtes glouton. Si vous voulez jouer toutes les couleurs, c'est vrai. Vous avez bien raison. Je trouve ça bien. Du coup, je trouve le timing de sortie de One Piece en français a été assez malin parce qu'ils sont sortis sur une extension qui apporte beaucoup de nouveaux decks, ce qui fait que les nouveaux entrants peuvent jouer juste avec OP9. Et en plus de ça, avec Premium Booster, ils ont réédité globalement tout ce que les gens n'avaient pas pour leur deck compétitif en français. Je te dis, il manque que 2 extensions qui sont OP7 et OP8. C'est des extensions dont tu peux te passer dans certains decks. Il y a d'autres decks où tu pourras pas t'en passer, évidemment. Mais globalement, si tu veux jouer français à One Piece en compétitif, et ben avec ces 2 extensions, ils ont couvert un sacré spectre, je trouve. Et c'est hyper bien fait quoi, pour une sortie. Ouais, il te manque que quelques cartes spécifiques. Tu vas pas pouvoir jouer noir-jaune Luffy, par exemple, parce qu'il va te manquer le Luffy d'OP7. En fait, ça vient surtout d'un deck. Voilà, tu as besoin d'acheter le deck. Mais globalement, franchement, c'est du très très bon travail. Et moi, j'ai souvent passé mon temps à dire que Bandai faisait pas du bon travail.
quand ils le font, j'en suis d'autant plus heureux de vous le dire. Ouais. Je trouve que là, Très bon Bandai boulot, là. c'est vraiment régalé sur One Piece. Donc vous l'avez compris, on est dans le bateau, on a monté notre équipage et vous allez en entendre parler encore sur 2025 de One Piece. Sur le petit quiz de mon TCG parfait, le gagnant c'est One Piece. Ah ouais. Ça C'est coche celui tout. qui Et il n'y a coche le même pas plus, le lore dedans, hein. C'est juste c'est bien quoi. C'est bien, c'est simple, c'est profond. J'ai l'impression d'apprendre des trucs à chaque game. J'ai un plaisir de jeu. Les cartes de mon adversaire, je comprends facilement ce qu'elles font. Il n'y a pas un truc de je comprends pas ce qui va m'arriver et tout. Franchement, en quelques tours, c'est vraiment très fluide, c'est trop bien. Il y a ce truc que j'adore dans les TCG et que j'ai sur certains alors que je l'ai dans moins. Ça veut pas dire qu'ils sont moins bien, mais il y a vraiment ce truc dans One Piece où on me pitch le jeu, je sais jouer au jeu, je comprends vite comment fonctionne le jeu. Et en fait, je me rends compte, mais en fait, j'avais pas compris le vrai jeu. Tu comprends pas le jeu, ouais. Exactement. En fait, tu n'as pas compris le jeu tant que tu n'as pas fait beaucoup de games et que tu n'as pas assimilé la tempo et la mécanique du jeu. Et c'est vrai que ça m'a pas forcément fait ça sur un jeu comme l'Orcana, qui était beaucoup plus proche de ce que je connais en TCG et où j'ai vite compris même les subtilités de ce jeu-là. Là, vraiment, sur One Piece, j'ai fait mes premières parties, je savais jouer au jeu. Et en fait, je me suis rendu compte que je savais pas y jouer. Et j'adore cette sensation-là. Ouais. Typiquement, quand si tu commences, tu sais jouer à One Piece, tu fais 2-3 games et tout, tu joues contre un joueur qui est très bon, tu vas voir qu'il joue même le même deck, hein, mais très différemment de toi. Pas du tout comme toi. Ouais. Et il va te défoncer et tu vas faire c'est comme ça qu'on joue au jeu. J'avais pas compris. Et j'adore. Et du coup, tu peux jouer contre un autre joueur, il rejoue encore différemment, il te remet 2-0, tu fais mince. Moi en fait, ça marche pas tout le temps. Qui ai besoin d'être tout le temps stimulé, ça me stimule pas mal. Ouais. One Piece, en fait, c'est la capacité d'être stimulant et profond avec si peu de lignes de texte, des cartes qui n'ont pas de texte des fois. Super accessibilité. Juste une ressource, donc les dons, qui peuvent être utilisées pour booster vos personnages, qui changent tout. C'est du brio. Félicitations, c'est extraordinaire. Mais vous n'avez pas idée à quel point le jeu est bon. faire ça change tout dans le jeu. Mais les gens nous disaient, vous savez que le jeu One Piece il est bon. On était là en mode oui, on sait, oui. Non mais vraiment les gars, venez tester. Mais en vrai, tu sais quoi, c'est Bandai qui nous martyrise. Bandai sont toujours très bons dans le gameplay, mais pas tout le temps dans la com. Voilà, et je me dis, ok, donc là il y a One Piece qui était en plein boom. On était à l'époque où les gens se battaient pour le tome 100, etc. Tu connais. Même avant, je crois, il y en a eu d'autres. C'était vraiment le boom de One Piece. Genre ça éclate. Ça fait longtemps que ça éclate, mais genre il y a quelques années quand le TCG sort, on était au début du haut de la vague. Ouais. Du coup, nous on est en mode et le One Piece en plus il n'est pas distribué en français, donc ça veut dire que ça va être compliqué de jouer en France. Il est qu'en anglais. Ça marche parce que c'est hype. Bandai, on sait ce qu'ils vont peut-être faire de leur jeu. Ils font de l'argent, puis ciao. Et en fait, à force que ça avance, non, que disait la voisine. Non, c'est la voisine qui dit ça. À force que ça avance, on se dit. Elle n'aime pas ce que tu dis. Hein. En fait, bangers quoi. Ouais. Juste bangers et on est tombé dedans. J'ai un peu tiré la chemise de Val. Je fais. Allez, viens voir. Fais voir quand même là, ça m'a l'air sympa. Viens voir. Putain, il a sauté avant moi. En plus, ça fait depuis OP6 moi que je suis dedans, mais que je suis dedans de manière très side TCG. C'est-à-dire que voilà, je comprends les mécaniques, je sais comment on joue au jeu, je m'intéresse relativement au format, je sais un peu ce qui s'y passe, mais je pratique pas beaucoup. Là, dans OP9, je suis vraiment, quand je vous dis dedans, c'est-à-dire qu'avant j'étais sur mon île, j'attendais. Là maintenant, est-ce que tu peux je vais aller fermer la fenêtre parce qu'il y a un chien qui est en train de faire de la merde en fait. De décéder sous les coups de son maître, je crois. Peut-être. Prière pour ce chien qui peut-être se fait rosser, j'espère que non. Mais voilà, avant j'étais sur mon île, j'attendais, je suivais ça d'un œil curieux. Là maintenant je suis dedans quoi. T'as pris le bateau. Je suis vraiment dedans et je comprends bien. Quand je passe pas mal d'heures à jouer en off un TCG, c'est que ça me sauce assez fort quoi. Et ouais. Donc monter dans le bateau avec nous sur One Piece, franchement j'ai hâte que ce jeu il explose en France et qu'il ait entre guillemets la visibilité qu'il mérite. Au-delà que la licence soit cool, c'est pas qu'un jeu de licence, ce que les gens peuvent craindre, c'est pas le cas, c'est un bon jeu. Même moi qui aime la licence, au début je me suis dit que ça allait être ça, et en fait non. Ouais. Pas du tout. Je retrouve mes premiers amours dans Dragon Ball Super Card Game, qui était un jeu au gameplay divin et à la com atroce. Bon bah là, One Piece a l'air de prendre les bonnes directions. Divin. C'est ça. Sans transition. Sans transition. Oh, je sais pas dans quel ordre le faire. Comme tu veux.
Oh, quelle grâce. Et oui, Oh, mais quelle grâce. c'est chez nous, les C'est World magnifique. Championship 2025 de Yu-Gi-Oh! Et c'est rare que les championnats du monde de Yu-Gi-Oh! Se passent en France. Je ne sais même pas quand c'est la dernière fois que c'est arrivé. Mais les championnats du monde de 2025 de Yu-Gi-Oh! Seront bien à Paris. J'ai trouvé la vidéo plutôt cool, plutôt hypante. J'aime bien ce côté en mode on vous montre ce qui s'est passé l'an dernier. Ouais. Et d'un coup, petite transition. Alors, je ne sais pas si vous regardez l'agence sur Netflix, les mecs qui font des recherches d'immobilier de luxe. Ah non. C'est exactement les mêmes photos de drones. Ok. Genre, tu sais, à chaque fois, ils prennent des rues de Paris ou des quartiers Ouais, de Paris ils prennent en des stocks drone et tout. images ouais. Et c'était, ça ressemblait beaucoup à... Ah, je pense que c'est Netflix qui le fait, en vrai, Ah, peut-être. ces plans-là. Ça m'a fait un peu penser à ça, c'était assez rigolo. Mais tu sais, vraiment ce côté, regarde, vous connaissez ce monument, vous connaissez ces rues et tout. Genre, pour les Parisiens, c'était un peu hypant, un peu rigolo. Et même si nous, on consomme pas énormément de Yu-Gi-Oh! Et en tout cas, on n'en parle pas beaucoup sur le podcast Ouais. Multi-TCG parce que, je le répète souvent, Yu-Gi-Oh! C'est un TCG qui a très peu de ponts vers les autres TCG. Globalement, la communauté Yu-Gi-Oh! Elle est assez peu multi-TCG, elle est très ancrée dans son TCG. Ouais. Parce que c'est un TCG qui est à la fois très rewardant quand tu es dedans, tu n'as pas forcément envie d'aller voir ailleurs, et en même temps qui est très demandant et qui t'empêche Ouais, peut-être beaucoup aussi de sorties produits aussi. voilà, de prendre le temps d'aller faire d'autres choses. Donc du coup, c'est pas forcément une communauté à qui on parle, mais moi j'ai toujours un œil hyper curieux sur Yu-Gi-Oh! Je continue toujours à tenir au courant de ce qui se passe et j'espère même à pouvoir y jouer de temps à autre en fonction de mes disponibilités. Et je dois avouer que je suis hyper hypé d'avoir les World Championship en France à Paris. Et pareil, Konami, si quelqu'un de Konami regarde ce podcast, je sais pas par quel moyen c'est possible, mais genre si vous pouvez m'inviter à aller au World, je veux aller voir ça, quoi. C'est 4 heures de train, c'est cadeau pour nous. Ouais, genre s'il y a des accréditations, créateurs, je sais qu'ils le font pour les créateurs de contenu Yu-Gi-Oh! En fait, au World, les créateurs de contenu, ils reçoivent une petite enveloppe d'invitation avec une carte promo, ils vont sur place dans les backstage et compagnie. Il y a un truc hyper... on va avoir un peu l'envers du décor de cet événement exceptionnel. Ouais. Ça me hype énormément. Voilà. C'est très très cool. De l'extérieur, C'est mon guilty pleasure, moi, Yu-Gi-Oh! j'avais l'impression que ça avait déjà eu lieu, mais en fait non, c'est juste qu'il y a tellement de gros tournois Ouais, il y a des Yu-Gi-Oh! En YCS France de qu'en fou. fait, quand j'ai vu passer du coup l'annonce que les Worlds seraient en France, j'étais juste en mode ah bah c'est cool, mais j'ai l'impression que c'est déjà le cas. En fait non, c'est que la scène française est tellement Hyper dynamique. dynamique, communicante aussi, parce que Ouais. moi qui ne suis Yu-Gi-Oh! Que de loin, si je suis au courant de ça, c'est que forcément c'est que ça communique bien, contrairement à d'autres jeux. D'ailleurs, prenez exemple, mon sang. Prenez exemple comme les autres jeux. C'est que, ouais, franchement, bonne nouvelle. Alors, je vois, excusez-moi, la cam fait des petits. Oui, ça cut, mais vous inquiétez ça pas. veut dire qu'elle va pas tarder à rendre l'âme, on fera un petit reset, vous inquiétez pas. Donc ouais, franchement, très très cool, bonne nouvelle. Et puis, s'il y a une place en Ouais. spectateur, ça te régalerait, ce serait cool. Et c'est l'inverse un peu de, justement, il y a beaucoup de YCS, c'est simple, tous les week-ends, il y a un WCQ, qui est un World Qualifier, en fait, en France, de 300 joueurs. C'est la norme pour un tournoi Yu-Gi-Oh! C'est boutique, fou, tu vois. Il y a des YCS à 2000 joueurs partout en Europe et partout aux États-Unis. Donc, effectivement, c'est un jeu qui draine une énorme masse de joueurs. Les Open français pour les nationaux, c'est 3000 joueurs, tu vois. C'est dire comme Yu-Gi-Oh! C'est important en France. Mais là, justement, c'est l'inverse total, les Worlds. C'est hyper intimiste. Ouais. C'est les 30 meilleurs joueurs de la planète. Tu sais, c'est vraiment le côté World à l'époque de Magic Arena, tu vois. Dans un décor bien particulier. C'est vraiment le côté show. C'est vraiment le show de fou, les World Championship. Et en plus, ça se passe sur les 4 jeux du Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire que ça se passe Oui, c'est vrai sur... qu'il y a des formats, entre guillemets. c'est Yu-Gi-Oh! sur le TCG de base, sur Master Duel, Mhm. et aussi sur Duel Links, dans les Ouais. deux formats de Duel Links, Jeu le mobile. Speed Duel et le Rush Duel. Ouais. Donc, Ah, en il y a fait, deux formats dans Duel Links ouais. maintenant Ok. Donc en fait, tu as 4 formats qui sont soutenus au World Championship. Et voilà, je sais pas quelles sont les conditions, les possibilités pour aller se... Mais même si on peut aller sur place en spectateur, Ouais. ça me saucerait de fou. J'ai pas donné les dates, mais ça devait être dans la vidéo. C'est le 30 et le 31 août. ouais. Voilà, à Paris. C'était effectivement dans la vidéo. Et je rajoute un petit truc sur les Worlds de Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Ça a aussi cette spécificité. De toute façon, Yu-Gi-Oh! Est un TCG qui n'a que des spécificités parce qu'il a vraiment Unique. il est très unique. Il a cette force ou cette faiblesse, chacun verra un petit peu mis sa porte là-dessus, d'avoir une méta pour les Worlds qui est toujours renouvelée. Parce qu'en fait, les Worlds de vrai. Yu-Gi-Oh! C'est un peu particulier. En gros, il y a le jeu OCG, qui est donc le jeu sur la partie Océanie-Asie, et le jeu TCG, qui est sur la partie occidentale du monde, donc Europe, États-Unis au Tout à global. Et ce ne sont pas du tout les mêmes métas, et ce ne sont pas non plus les mêmes sorties produits. Et en fait, lors Pas des les mêmes championnats du banlists, monde, tout ça. eh bien, on réunit les deux formats de jeu pour en faire un seul et format unique qui prend en compte du coup les deux banlists de chaque continent et qui prend en compte aussi les sorties forcément du TCG et non pas de l'OCG parce qu'ils sont trop en avance. Ce qui veut dire qu'en fait, au moment où vous regardez les Worlds de Yu-Gi-Oh!, eh bien forcément, toutes les decklists que vous allez voir, c'est la surprise. C'est fou. Hein. Et en termes de...
spectacle faux, viewer, spectacle. c'est hyper hypant. Mhm. Après, c'est aussi un format où tu peux pas trop t'identifier, ça donne pas envie d'y jouer parce que le format n'existe que pour les Worlds. Voilà, c'est pour ça que Mais, c'est un défaut, tout comme c'est une qualité. Mais le show est extraordinaire. Mais il y a un côté hyper hypant et ça a permis notamment en 2018 de faire gagner un deck Dragon Blanc aux yeux bleus, ce qui est impensable dans une méta compétitive classique TCG, tu vois. Mais ça me fait penser, genre, si par exemple il y avait un truc comme ça à Magic, pour faire un parallèle, comme s'ils annonçaient les extensions légales au World, genre 3 mois avant. Et du coup, les gens. La roulette qu'on faisait au Rossez-vous. Exactement. C'est exactement ça. Ça fait un peu ça, entre guillemets. Pas le côté aléatoire, mais le côté. Presque, en fait, si. Parce que c'est révélé. Ils peuvent pas se préparer à l'avance, c'est révélé quelques mois avant. En fait, ils peuvent anticiper. C'est souvent banlist commune, donc où on prend le gros de la banlist et produits au CG, normalement, sont pas légal la plupart du temps. Ok, donc tout ce qui n'est pas sorti. Je pense qu'ils peuvent plus ou moins deviner ce qui va être légal, quoi. Okay, mais bon, ça reste un format hyper vaste, riche et où du coup, genre tous les joueurs peuvent ramener des decks différents, tu vois. Ouais, très, très stylé. Donc très cool. Est-ce que c'est pas le segment la belle carte? Je regardais, c'est le segment la belle carte, tout à fait. Je te laisse prendre le pas sur celui-là. Attends, je peux te la passer parce que j'ai encore plein de trucs dessus. Ouais. Celle-là, tu la connais, tu l'as aussi. Ok. Je la possède. C'est une petite carte Duel Master que je vous ai ramenée. Très stylé. Et si vous avez regardé les podcasts hors série, vous savez de quoi je vais parler avec cette carte. C'est une carte de remerciement de fête en fait, puisque Wizard offre des petites cartes Magic, mais cette année on a aussi reçu la carte Duel Master. Justin Fooling. Alors je n'ai aucune idée de l'effet que ça a dans Duel Master, je ne connais pas assez bien le jeu. Elle est en anglais alors que le jeu n'est plus en anglais, il n'est que en japonais. Donc ça fait plaisir, c'est aussi un item un peu rare pour ça. Et puis voilà, on voit un espèce de monstre sur fond doré, très Duel Master. Très Duel Master et très fête de Noël aussi, il a un petit bonnet de Père Noël. Joyeuse fête 2024. Le texte est en japonais aussi, mais il est traduit en anglais dessus. Et voilà, ça doit avoir un effet un peu rigolo, normalement, les trucs de fête. Et c'est exactement le cas là, puisque tu vas prendre un booster, Duel Master, je crois, que tu vas ajouter à ta main, quelque chose comme ça, j'ai oublié. Mais ouais, c'est assez rigolo. C'est très cool parce que ce genre de cartes-là, on les reçoit quand on est des collaborateurs, entre guillemets, de la marque. Donc ça veut dire que Hasbro nous... voit ou en tout cas nous témoigne de l'importance en tant que collaborateur. Ça fait des années qu'on reçoit ces fameuses cartes Holiday Promo comme on les appelle dans Magic et maintenant celle de Duel Master et au-delà du fait que la carte soit cool et tout, la signification que ça a pour nous elle est importante. C'est-à-dire qu'en gros Hasbro nous récompense aussi de tout ce contenu qu'on fait depuis des années et elles ont une valeur particulière en termes de sentimentalité, je sais pas si ça se dit, ces cartes-là, donc j'appuie. C'est clair, ça fait plaisir. En plus que j'adore Duel Master, donc vraiment j'étais très content. Et il me semble, après les recherches pour un jeu qui n'existe qu'en japonais sont toujours plus compliquées, mais qu'il y a très peu de cartes Holiday Promo. C'est pas un truc qui se fait chaque année. Ok. Donc en plus, je crois qu'il y en a eu. Il me semble qu'il y a une coupure. Ils en faisaient un moment, ils ont arrêté, ils ont repris. Je sais même pas combien ça se monnaie cette carte-là. Aucune idée, j'ai même pas regardé. Je sais pas regarder. Mais on les garde nous toutes. Ça doit être. Je crois que ça vaut assez cher parce que quand j'avais regardé s'il en existait d'autres, j'avais vu le prix. C'est cher. Pour une carte en tout cas qu'on nous offre, ça fait plaisir. Et je crois que Happy Holiday, ça fait peut-être 2 ou 3 ans seulement qu'ils ont repris, donc ça fait pas longtemps. D'accord, des cartes Duel Master. Et pourquoi on les a en même temps, c'est parce que Wizard distribue le jeu, s'occupe du jeu aussi au Japon. Ouais, c'est ça. C'est une licence, je dis Hasbro, mais en fait c'est une licence Wizard. C'est Wizard. C'est Wizard, c'est pas Hasbro. Donc c'est pour ça. Enfin, c'est forcément Hasbro parce que c'est au-dessus, mais c'est Wizard pur et dur, quoi. Je vais vous montrer du coup ma petite carte, moi de mon côté. Comme je vous ai dit, je suis dans le bateau, mais je suis dans le bateau depuis un moment. J'étais aussi dans le bateau de la collection. Donc je vous montre cette magnifique alternative leader de Vivi en japonais. Extraordinaire. Moi je suis collectionneur de japonais, je joue en anglais et en français évidemment. Par contre, je collectionne les cartes One Piece en japonais. Je préfère comme ça, c'est la langue originelle, ça me plaît bien comme ça. Et en plus, souvent moins cher. Et puis là, c'est plus le cas maintenant. Ah, mais infini. Ouais, en fait, avec le fait qu'il n'y ait plus de problème d'assort produit en anglais et que du coup ça a été inondé sur le marché, il y a eu une correction des prix sur les prix américains qui font globalement tout est devenu plus accessible. Par contre, lui, le japonais, étant un marché plus stable, lui a conservé des prix il n'a pas bougé, relativement haut. Donc globalement maintenant, si tu veux ce genre de carte-là, des paraleaders de Bo Hancock ou de personnages un peu iconiques appréciés, le japonais a tendance à être quand même un peu plus cher que l'anglais. Je kiffe cette carte-là. Donc déjà, pour vous dire que les leaders parallèles sont mon type de carte préférée à One Piece Card Game. Magnifique. En termes de collection, mais plus que les mangas. Je trouve que ces cartes-là sont exceptionnelles. Quand il y a un fond
je suis un ultra archi fan. Déjà parallèle c'est cool, mais genre C'est ça. Donc j'adore les leaders parallèles. Et pourquoi cette carte de Vivi? Parce que je trouve que c'est un moment dans One Piece qui est divin, touché par la grâce. On se rappelle, hein, Luffy qui propose à Vivi d'intégrer son équipage. Il lui dit que le bateau part de Alabasta à midi. Vivi forcément décline parce qu'elle a des obligations sur Alabasta. un peu reine. Finalement. Et au dernier moment, elle se rend compte quand même qu'elle n'a pas dit au revoir à ses nouveaux amis en fait. Et donc elle se rend au point de rendez-vous, mais un peu trop tard. Et là, elle voit juste le bateau qui file en fond avec les Mugiwara qui ont tous le bras levé derrière avec leur tatouage commun. Et donc c'est à ce moment-là que pour moi, One Piece a pu rivaliser avec Naruto. À partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là, ouais, effectivement. On est dans une séquence que j'ai trouvée tellement juste, tellement réussie, tellement émotion. Et moi, je regarde les shonen quand j'étais jeune pour les combats, maintenant que je suis vieux pour l'émotion que ça me transmet. Et c'est pour vraiment pour l'histoire. Le truc qui, en plus, je l'ai vu récemment avec ma compagne, où vraiment, voilà, la larme à l'œil, l'émotion, tout était hyper fonctionnel. Et je trouve que la carte, elle transmet hyper bien cette émotion-là. Elle est giga bien pensée. Et moi qui suis un fan hardcore de Naruto, le fait que je me dise, ah ok, en fait, One Piece, ça peut rivaliser avec ce que m'a fait ressentir Naruto en étant adulte ou en étant adolescent, ça a été un moment très marquant pour moi. Donc cette carte-là, au-delà d'être belle, elle représente un moment de One Piece que j'adore. Effectivement, très bon choix. Très bon choix. En parlant de bons choix, non. Il me fallait une transition et j'en avais pas spécialement. Ça peut être un bon choix. Est-ce que tu peux m'attraper la souris du coup? Oui. Que tu as laissé là-bas. Ça peut être un bon choix, cela dit. Ça peut être un bon choix. Ça dépend de vos goûts. On voulait vous révéler pour la sortie de OP11. Donc OP11, encore une fois, c'est le nouveau set de One Piece qui va sortir cette fois-ci au Japon. Ça sera le set japonais. Donc c'est un set qui ne sera pas légal en tout cas quand il va sortir pour pouvoir jouer. Et c'est pas l'ordre du runner. Je comprenais pas où on en était. Pourquoi c'est pas l'ordre du runner? Ah ouais? On a fait la belle carte. C'est pas grave, on peut passer au P11. Hein. Ah ouais? Bah du coup, vas-y go. En fait, j'ai dû inverser le runner, mais je sais pas pourquoi ça l'a pas inversé chez toi. Eh ben c'est pas grave. Non, mais vas-y sur OP11. Ok. Donc du coup, je disais OP11 qui sort en japonais, c'est la nouvelle extension de One Piece, mais du coup, c'est pas ça. Oui, je sais. Ok. Vous avez dans OP11 les nouvelles cartes qui sont révélées. Ça vous permet, vous, si vous êtes joueur de TCG européen, d'anticiper la méta qui va arriver. Ça vous permet donc du coup de connaître les différentes cartes qui vont sortir. Et à chaque fois, ce qui est le plus attendu quand un set va sortir au Japon, eh bien, c'est de savoir quelle est la manga secret du set, parce que c'est globalement ce qui va pousser les collectionneurs à acheter le set, ce qui va faire vendre le set. Et donc toujours... C'est le reveal que tout le monde attend. Et là, on a eu le reveal de la secret de manga OP11. Et c'est un petit Luffy en version Snake, je crois, qui est donc dans sa version quand il se bat contre Katakuri. Ouais. Exact. Mais c'est pas juste le Gear 4, c'est la version vraiment serpent, je crois. Snake Man. Et je la trouve plutôt esthétique, plutôt sympathique. Ouais. Mais on commence à en souper d'avoir des Luffy. Ouais, et puis je t'en parlais tout à l'heure, je trouve que les mangas, enfin les raretés mangas, quand le personnage, plus la fumée, plus les effets, prend une grosse partie de la carte. Tu vois plus le manga derrière. Okay. Parce que je l'avais vu passer celle-là, je n'avais pas capté que c'est la manga. Ah ouais, d'accord, ok. Je l'ai pas vu en gros comme je le vois là, mais du coup j'étais en mode ok, bon ils font un Luffy, let's go. Donc c'est pour ça, moi, perso, je suis en mode, ça gâche un petit peu le côté... Moi, je suis habitué à ça, parce que dès le début, ils ont fait ce genre de... Genre, la manga de OP2, c'est Ace, il y a des flammes partout, tu vois. Je suis un peu habitué à cette DA-là. Effectivement, mais j'ai l'impression que c'était plus lisible. Mais peut-être c'est parce que j'adore Ace, je sais pas. Franchement, sur Ace, je déteste pas le film. Elle est assez Géchard. Sur le Gear 2, elle est aussi assez Géchard. Donc, moi, c'est plutôt l'argument de... En fait, ils se sont rendus compte que quand ils font une secret manga d'un personnage qui est peut-être moins hypé qu'un Luffy par exemple, le set se vend peut-être un peu moins bien, parce que c'est vraiment ça qui va driver la hype autour du set, en tout cas pas au Japon, parce qu'au Japon les gens jouent avec One Piece, mais par contre en Europe, pour vendre le produit One Piece japonais que pour la collection, c'est souvent la manga qui va driver entre guillemets la hype. Et quand ta manga c'est un Trafalgar Law, ça vend quand même vachement moins bien, et nous on l'a vu sur OP10 malheureusement que quand ta manga c'est un Luffy, et donc j'ai peur qu'il tombe. En fait, je voulais illustrer un propos avec ce reveal de Secret Manga. J'ai peur qu'il tombe dans le fait de faire Luffy à la plage, Luffy à la montagne, de faire que des Secret Manga sur Luffy, de peur de ne pas vendre justement les sets où la manga c'est pas un Luffy. Et pour tous ceux qui attendaient par exemple d'avoir les Secret Manga de tout l'équipage du Mugiwara, les gars, le set où ça va être Brook, ta Secret Manga, va falloir se le fader quoi. Ouais. Donc il y a un peu un truc qui...
Je pense qu'ils se sont... Comment tu fais quand tu t'es pris au piège tout seul Ouais. avec l'histoire Ils des sont embourbés. secret mangas? Exactement, ils sont embourbés. Et donc, il faudra probablement, si tu veux faire des personnages plus tierces, faire des sets avec plusieurs secrets. Ouais. Parce que C'est ce sinon, que j'allais dire. Genre, il y a un de ton public, le public collectionneur, qui n'achète pas ton set. Sinon. C'est ça. Mais plusieurs secrets, sans en faire 10 forcément, je trouve que c'est bon bail. Hein. Genre quand tu passes à 2 secrets, ne serait-ce que 2, tu vois. Ouais, mais ça les rend plus dur à choper. Tu vois, dans OP9, il y en a ouais. 4. Ouais, mais du coup, les collectionneurs, ils continuent d'acheter, d'ouvrir. Peut-être, je sais pas quelle est la bonne équation. J'ai l'impression que eux, la réponse instantanée qu'ils ont trouvée, c'est bah, c'est pas grave, on fait que des secrets Luffy. Mais moi, Ouais. je trouve que c'est pas une super Après, réponse. là, ça colle bien au thème de OP10. Non, OP11, pardon. OP11, ouais. Puisque c'est la bagarre un peu sur Whole Cake. Mais ils auraient pu mettre ça. Katakuri, tu vois. Ça aurait été une secret manga cool. Ils auraient pu mettre Katakuri, ce que je disais tout à l'heure, mais bon. Disons que là, ça passe. Ouais. Ça passe parce qu'il y a un peu le thème et tout. C'est sur le booster, il y a Katakuri et. Mais ils mettent. Luffy qui se Attention, battent. ils mettent toujours une secret manga qui est dans le thème. Mhm. Mais du coup, ils peuvent toujours. Le thème est tellement vaste sur One Piece qu'ils ont toujours le choix de mettre quelqu'un d'autre que Luffy, quoi. Mais je pense que par rapport. Ils choisissent le thème avant et ensuite ils choisissent la manga. Genre, ils peuvent même faire une secret Big Mom, en fait. Tu vois, il y a des gens qui seraient contents, je pense, d'avoir Big Mom Il y a manga. une Secret Kaido ou pas Il n'y a pas de secret Kaido, mais ça pourrait aussi. Tu vois. Enfin, c'est des personnages qui sont assez emblématiques. Plutôt que d'avoir 2 Shanks, 4 Luffy. Ouais, c'est vrai. Euh, C'est vrai que 2 Shanks, c'était. mais tu sais que ça va se vendre. Et attention, moi, je suis le premier à être un bandeur de Shanks, un bandeur de Luffy. Et la seule secret que j'ai envie de récupérer de ma vie, c'est la Luffy Gear 2. Donc, je suis aussi client de ça. Enfin, comment dire, Celle de OP10 j'ai le comportement que je dénonce. ou Celle de EB2. EB2, ouais. J'ai le comportement que je dénonce aussi. Mais du coup, voilà, ça se voit que maintenant, ils prennent un peu moins de risques sur les secrets. Là où ils le faisaient un peu plus avant, on a eu Chopper, on a eu. Mais tu vois, OP3, c'est des sets qu'on flop parce que c'était Usopp, par exemple, tu vois. Non, Sabo. Usopp, c'était OP4. Ouais. Et tu vois, à l'époque, ils se posaient peut-être pas trop la question de est-ce que le personnage est hype ou pas. Mais ils se sont dit, en fait, ça va être la rareté Chase, parce que du coup, ils ont pensé ça avant que ça sorte. Et une fois qu'ils ont vu, ah non, en fait, suivant le perso, c'est moins bien, c'est pas la même, quoi. Ouais, enfin voilà, je voulais vous parler de ça rapidement. Maintenant, on va passer sur une nouvelle petite vidéo. Ices, le nouveau set de Flesh and Blood qui sortira le 6 juin 2025 et dont le World Premiere, c'est une habitude maintenant à Flesh and Blood, se tiendra à Taipei. Donc c'est une semaine avant la sortie du set et c'est un événement de la taille d'un Grand Prix qui donc est apparenté à un calling pour Flesh and Blood où les gens découvrent le set sur une espèce d'AP géante. J'adore ce principe, c'est exceptionnel. Et Taipei Et Taipei, c'était Taïwan. Ouais, mais du coup, il y avait déjà des événements ou c'est le premier? Il y a déjà eu des événements dans cette zone de l'Asie, tu veux dire? Ouais. Je me disais, est-ce que c'est l'annonce en même temps de hey, dans ce pays aussi on a. Non, je crois pas. En tout cas, j'ai pas cette info-là. Donc, vous l'avez compris, c'est un set qui sera dédié à l'univers de la piraterie, qui n'était pas forcément un univers qui était forcément attendu dans un univers dark fantasy comme Flesh and Blood. Ouais, mais ça marche bien. J'ai l'impression qu'ils ont envie aussi d'élargir un petit peu en vrai, c'était leur panel. Et, c'était pas si dark, c'était juste. sur les premiers, c'est très. C'est un peu violent, mais en vrai, tu vois les skins des chevaliers, tu vois les skins des 2-3 premiers sets. Non, mais on est sur de la. Set 2 et 3, on est quand même sur de la fantasy héroïque ou dark fantasy un peu classico, tu vois. C'est de la fantasy non censurée. Ouais, parce que t'as des trucs quand même un peu héroïques, un peu jolis, un peu angéliques, genre prisme et tout. Mais quand ça met des nions, il y a du sang, quoi. Et t'as des trucs très très dark. T'as quand même des cartes où c'est juste des crânes fendus, quoi. Ouais. Des trucs avec des démons et compagnie. Enfin, genre toutes les cartes lames de runes, c'est quand même assez. C'est de la fantasy globale. Mais disons qu'on les attendait pas forcément sur un set pirate. Moi, je trouve ça relativement cool, même si je suis pas. T'es pas trop pirate dans la vie. J'allais dire que j'étais pas trop pirate alors que je suis littéralement fan de One Piece actuellement. Donc attention. Mais. c'est pour surfer sur la vibe One Piece, je pense. Hein. Je crois que je les attendais pas forcément là. Mais en vrai, toujours pareil, moi, c'est le texte sur les cartes qui m'intéresse. Il y a des grosses spéculations sur les classes qui vont être mises à l'honneur parce qu'on n'a pas vu de cartes pour l'instant. Ah, des nouvelles classes, des boucaniers. Eh ben justement, c'est pas. Boucaniers. Est-ce qu'il y aura des nouvelles classes ou pas, ou est-ce qu'ils vont juste renforcer des classes préexistantes? Les gens spéculent sur de la mécanologiste ou des rangers. Ouais. Est-ce que ça fonctionne avec de la piraterie? Ça, je sais pas. Pirate.
Mais Ranger, c'est hyper important parce qu'en fait, ça a toujours été en tout cas depuis que Lexi a existé, Ouais. Ranger, ça a toujours été une très bonne classe. Dès que Lexi est parti, Azalea a automatiquement pris le follow pour être un très bon deck. Et là, Mhm. globalement, Azalea, ça va passer Living Legend. Donc, c'est-à-dire que les Donc joueurs de il y a bientôt plus Ranger, ils pourront malheureusement se rapatrier que sur Riptide. Et Riptide, c'est vraiment un héros qui joue, tu vois, c'est un chasseur dans la forêt qui joue avec des trappes, avec des pièges. Ah putain. Et donc c'est un Arrêtez gameplay, de faire ça, ça marche jamais. ça marchouille, mais c'est un gameplay qui est très particulier. Bon, Mm. je pense qu'ils ont Ouais. quand même envie de rapidement réintroduire un Ranger dans Flesh and Blood. Ouais, donc ce sera le moment. Et donc ça serait le moment parce que Azalea passera pas l'hiver, je pense. Ok. Donc c'est les spéculations qu'il y a. On verra bien. De toute façon, il va y avoir là. Ah, c'est vrai que c'est l'occasion de faire des gars qui tirent au fusil directement. Bah pourquoi pas, Donc franchement. Ranger spécialisé poudre à canon. Ça reste que des spéculations. Moi, je suis pas le mieux placé pour en parler. C'est des choses que j'ai vu passer. Donc on verra bien. Mais chaud pour du nouveau Ranger. Et puis hâte de voir entre guillemets à quoi vont ressembler les cartes, comment ils vont adapter cet univers piraterie dans l'univers déjà existant de Flesh and Blood. Ouais. Ça sort le 6 juin. Restez connectés. Superbe, nickel. On passe à une section qu'on faisait plus trop, qu'on a un peu twisté maintenant. Ouais. La section, c'était en gros les sorties produits pour que Ouais. vous puissiez préparer entre guillemets votre agenda de portefeuille, savoir ce Votre qui allait portefeuille sortir d'agenda, comme vous voulez. pour savoir dans quoi vous allez mettre vos billes. Là, globalement, on va vous faire toutes les sorties produits dans les mois à venir Mhm. et on va twister le concept. Ça s'appelle t'achètes ou pas. À chaque sortie produit, PL et moi, on va devoir se mouiller. Exactement. On commence avec ça. Bon. Faut le dire ou pas? Non, mais PRB1. après, c'est pas la qualité du produit parce que globalement, tous les produits dont on vous parle sont des bons produits Oui. qui ont vocation à être achetés en fonction de vos envies, vos moyens, vos possibilités. Bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que toi, tu achètes ce produit? Euh, Et parce que toi, tu as une position qui est un peu différente de tout le monde. Tu es consommateur multi-TCG, donc il y a forcément des trucs que tu dois skipper. ouais, Euh, ouais. Peut-être que dans Premium Booster, il n'y a rien qui renforce Enel. En Ouais, c'est ça, moi, qui général, m'intéresse. pour NR, j'ai tout le deck, donc j'ai pas besoin de PRB. ça. Mais si je peux ouvrir 2-3 boîtes, ça me permettra d'avoir des cartes pour différentes couleurs et de jouer, de préparer même l'avenir. Ou alors, même si j'achèterai pas peut-être de boîte de booster, j'achèterai au moins des cartes qui sortiront en français et qui permettront de jouer du coup différents archétypes, d'avoir des bases archétypes en fait. La réponse politicienne, ça. Du coup, t'achètes pas. En fait, Si tu me dis, oh, buy single, c'est que t'achètes pas. de base, j'achète que des cartes à l'unité moi, Ok. parce que justement, joueur de multi TCG, c'est très rare de. Il y a des produits cool à ouvrir. Il y en a, mais en général, vaut mieux plutôt acheter les cartes à l'unité. Là, pour le coup, PRB, comme ça réédite beaucoup, c'est pas impossible que j'achète. Ouais. Ok. Moi, j'achète pas PRB parce que j'ai globalement récupéré tout Toi, t'as avant. déjà, en fait. ouais. Ouais, j'ai tout récupéré avant. Donc, tout ce que ça réédite, c'est énorme banger. Tu Mm. veux jouer à One Piece, faut acheter PRB. Moi, pour le coup, je suis dans le cas où j'achète pas. Mais produit excellent. Je comprends, je Ça comprends. n'enlève rien. Ensuite, OP11. on reste toujours dans One Piece. Ça sort le 5 mars, ça, OP11. Ouais, en On le japonais. rappelle, c'est pour de la collection. Ouais. Est-ce que t'achètes ou pas? Non, franchement, maintenant, je le disais, depuis qu'il y a le français, enfin, avec l'arrivée du français et du coup l'anglais qui a un intérêt particulier puisque je vais pouvoir jouer en même temps que le français, Ouais. j'achèterai pas de produits japonais hors produits de collection. Genre par exemple un coffret qui n'existe qu'en japonais, je pourrais l'acheter. D'accord. Mais sinon, Ah, tu te mets même collection en français maintenant. ouais, si je fais de la Ah collection One Piece, si je cherche des trucs, je prendrai. À moins que les prix vraiment soient délirants et que le japonais soit plus accessible. Ok. Toutes les cartes en fait que je peux jouer, je préfère les avoir en français et anglais. D'accord, donc, ok. même, en fait, je joue des cartes de collection même à Magic. Donc je continue de faire ça à One Piece si Ok, j'en ok. prends, quoi. Alors moi, je suis à l'opposé. Je vraiment joue en anglais et français, mais je collectionne en japonais. Donc, je pourrais être client de OP11. J'ai pas tout vu. La manga secret me plaît bien. Je suis pas sûr d'acheter dans les faits, mais je vais lui coller l'étiquette, j'achète. Je Ouais. peux être client. Après, en anglais, par contre, enfin en français, du coup, j'achèterai. Mais en japonais, non. Ok. Évidemment. Je peux être client. Ensuite, on a l'île d'Arcasia qui arrive le 7 mars, c'est ça? Ça dans les sort boutiques spécialisées le 7 mars, ouais, dans les boutiques spécialisées et Tout à fait. 2 semaines plus tard dans les C'est boutiques. comment sur lecard.fr? Évidemment. Euh, Achète ou pas? Ça, ouais, je vais acheter, ouais. Je vais Ok. acheter une case, je pense, puisque je foilais tout avant et maintenant je vais arrêter de tout foiler dans l'Orcana parce que c'est un budget. J'ai besoin des cartes rapidement pour pouvoir faire du contenu, jouer avec. Mais acheter les cartes en foil rapidement, je les paye
malheureusement souvent trop chères par rapport au prix quand elles sont stabilisées. Ok. Du coup, je vais me contenter des cartes en version non foil. Avec une case, j'ai quasiment tout sauf quelques légendaires. Et les Commune Co que je joue peut-être et qui me manquera notamment. Ça par contre j'achète en foil parce que ça vaut pas grand chose. Ok. Mais je vais rester sur de la boîte donc ouais pour le coup je vais acheter fort ça. Je suis partagé, je sais pas trop. Je suis très. En fait, moi j'aime bien acheter le produit quand il me faut des cartes de jeu, mais que j'ai le croustille, Hmm. la petite sensation, la possibilité d'ouvrir une carte de collection qui me plaît. On n'a Et pas eu les enchantés encore. je sais, mais globalement dans l'Orcana, c'est pas une collection qui me hype énormément. Ouais. J'aime bien les promos de tournoi parce que ça raconte un truc. Mhm. J'aime bien certaines cartes, il y a plein de cartes qui sont très esthétiques, mais je chasse pas les enchantés, j'en achète pas. Du coup, si c'est juste pour récupérer de la foil ou de la carte de jeu, c'est possible que j'achète pas. Mais C'est moi, possible. je pense à tout ce que je vais acheter. En plus, maintenant que je joue en mousquetaire, j'ai un intérêt particulier. Je recycle un peu les cartes. Ouais. Donc, je pense que ça va être intéressant d'acheter une case dans mon cas. Et des 2-3 cartes que j'ai pas, d'aller les chercher comme Ouais. ça. Surtout que si j'ouvre du enchanté, comme justement je collectionne pas spécialement, sauf si c'est une enchantée que j'adore, comme le dingo qui est la première que j'ai ouverte, bah du coup je la revends, ce qui me rentabilise Ouais. une boîte et demie, ça dépend laquelle j'ai obtenu quoi. Je suis dans le profil du gars qui devrait acheter l'Orcana parce qu'en plus, tu ouvres un large. Pardon, excusez-moi. Tu ouvres un large panel de cartes et globalement, il y a beaucoup de cartes jouables. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'Orcana, ce qui est cool, c'est que tu joues aussi tes communes et tes unco. Mhm. C'est assez worth d'ouvrir. Mais du fait que j'aspire encore à foiler autant que faire se peut, Ouais. et du coup, je suis dans un créneau qui est plus dur, quoi. Si tu aspires à foiler, c'est plus compliqué. Donc, Tu veux continuer de full foiler? peut-être pas les légendaires, mais tout le reste, ouais. Ouais, mais moi c'est les légendaires qui me fait arrêter. Mais je me dis si mes légendaires sont pas foil, je me dis j'ai pas besoin d'avoir tout foil. En fait comme je pourrais pas avoir tout foil, je me dis bah tant Ouais. pis tu vois. Moi, je suis plutôt team, je vais essayer de tout foiler sauf les légendaires. En fait, je me suis Voilà. rendu compte, par exemple, tu vois, dans Violet Gris, Ouais. je joue pas de légendaire. Oui, Foil. ouais. Effectivement. Donc, Ouais. du coup, ça passe. Non mais tu vois. foiler les petits trucs qui coûtent pas cher, ça peut faire plaisir. Mais Ouais. typiquement sur, je prends la dernière extension, chapitre 6. Pour tout foiler, en début d'extension c'était 700 €. Ouais. Si je prenais tout, exactement les mêmes cartes mais en pas foil, c'était moins de 300 €. Ah oui, Et complètement. Bah, genre la différence tu fais x2, hein. d'argent, je veux plus mettre cette différence là pour. Je Parce que comprends. c'était essentiellement des légendaires qui cramaient Ah bah, le plafond. c'est Quoi. les légendaires qui te défoncent. Donc voilà, Donc, moi ouais. je pense que j'achète pas, mais c'est mon profil à moi qui fait que. Et puis encore une fois, je consomme beaucoup de TCG et donc je suis obligé de faire des choix. J'en consomme un peu plus que toi et donc forcément je peux pas tout acheter. Ouais. Donc je pense que buy single pour moi, mais super produit, hein, Ouais. franchement. Mais c'est marrant parce que ça te coûterait moins cher d'acheter des unités pas folles du coup. Oui, Donc mais en fait, finalement, tu restes sur un budget plus élevé que moi sur l'Orcana. Ouais. En restant en foil. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais ça me coûtera moins cher d'acheter les foils ciblés, quoi. Ah bah de toute façon, si tu cherches les foils, il faut pas ouvrir des boosters. Bah, sauf si tu veux brasser hyper large, tu vois, mais. Ouais, mais t'auras trop de par-ci, par-ça. Si tu veux tout en foil, il faut ouvrir, je sais pas, 60, 70 boîtes pour avoir tout le set Ah en oui, foil non, mais x4. mais bien sûr. C'est juste que si jamais j'aimais les enchantés, tu Ouais. te fais plaisir en achetant une ou deux boîtes. C'est plaisir d'ouverture, c'est cool. Moi, genre, tu vois, j'ouvre une boîte Flesh and Blood, c'est un plaisir d'ouverture. Mm. J'ai pas besoin d'être rentable, j'ai pas besoin de hit les cartes que je veux. Ouais, ouais. J'ai envie d'ouvrir du Flesh and Blood parce que je peux ouvrir de la Marvel et Oui. que j'adore ça. Oui, mais du coup, tu vas utiliser tout ce que tu ouvres. Alors que là, si tu cherches Ouais. du foil, tu vas pas utiliser ce que tu ouvres. C'est ça, mais au-delà de ça, je pourrais quand même ouvrir une ou deux boîtes parce Mhm. que si j'ai pas tout foil, c'est pas grave. Comme je te dis, les légendaires, dans tous les cas, c'est des hits que Ouais. j'ai pas envie de foiler. Le seul truc qui me fait pas ouvrir du Lorcana, c'est parce que je cherche pas les enchantés. Ok, ouais. Donc il y a. J'ai aucun pas ce gros hit. supplément d'âme Ouais, ouais. qui va me faire chercher le gros hit, alors que je vais l'avoir. Je vais en parler après, notamment sur du Star Wars ou sur du Flesh and Blood. Ok. Justement, Star Wars 7-4. Ouais, 7-4, C'est ça. 7-4, ouais. Ben, je ne joue pas à Star Wars, donc je n'achète évidemment pas. Donc toi, tu achètes pas. Ok. Moi, j'achète. J'achète parce que là, justement, j'ai ce supplément d'âme d'avoir envie de choper les prestiges ou de Mhm. choper les showcases. Ok. Et j'ai bien envie de. J'ai un peu laissé passer le chapitre 3. Vraiment, il est passé devant moi et je l'ai pas calculé parce qu'il y avait d'autres TCG. Hein, je peux pas jouer Mhm. à tout au même moment. Tu Et, reprends Star Wars du coup et avec le 7-4. Et je pense que Star Wars avec le 7-4, ouais, je vais. Ok. je vais- Parce que là, t'avais plus, t'avais plus rien, c'est ça Quasiment. Non, non, si, j'ai tout conservé. Ah, je croyais que t'avais vendu ta collection. Non, j'ai tout conservé. Ok, ok. Dès lors que je savais que même on allait être suivi par Star Wars sur l'année 2025, Mhm. que le 7-4 en plus c'était plutôt cool. Ah oui, non, donc ouais, tu as juste le 7-3, on va dire, à rattraper. C'est ça. Ok. Ou alors juste partir sur le 7-4. La plupart du temps, les nouveaux produits, surtout en sortie de TCG, TCG, globalement, ils vont apporter des decks qui sont liés à des mécaniques de 7-4. J'aurais peut-être pas besoin d'acheter les cartes du 7-3. Je Ok. croise les doigts. Mais en tout cas, je suis client, ça, Ouais, j'achète. Ouais. Ouais. Non, mais je comprends si t'as encore tes cartes, c'est Ouais. logique. Tout à fait. C'est logique, c'est logique.
Et on finit avec OP10. Alors, c'est pas le en bon anglais. visuel. En fait, il n'y a pas encore le visuel de OP10 en anglais. Donc là, Ah, vous ok. avez la C'est la display boîte de Jap. OP10 en Jap, mais on Ouais. parle bien de OP10 en anglais qui sort, je ne l'ai pas dit pour savoir, ça sort le 14 mars. Hmm. Et là, OP10 en anglais, ça sort le 21 mars. Ouais, 3 semaines après PRB01. Et OP10, il y a du bon jus. Il y a du bon jus dedans. C'est pas en français, c'est en anglais. Hein. On n'a pas la date de sortie française. Bah, ça va être simultané, je pense. Maintenant. Pas sûr. Ça va pas être à beaucoup d'écart, à mon avis. Je Ça sortira pas dans 6 mois. je le souhaite. PRB, c'était français, en même temps qu'anglais. Non, PRB en anglais, c'est déjà sorti. Depuis un moment. Ah, c'est déjà sorti un Enfin, moment depuis un moment. Ah oui, depuis non. un bon mois, je pense. Oui, c'était sorti plus tôt. Ouais. Bah écoute, en anglais, je ne sais pas. Hein. Ça dépend. Moi, je préfère acheter en français maintenant. Donc si ça sort en même temps, je prends en français, donc j'achète le Bon, produit. alors, on va dire que c'est anglais-français alors. Si par contre, ouais, c'est deux sorties séparées, j'attends quoi. Ok, d'accord. J'attends. En fait, à chaque fois que je regarde, il n'y a pas de tournoi assez important dans le sud de la France sur One Piece, donc je joue que avec les copains. Ouais. Et du coup, bah, je peux attendre un mois de plus pour avoir une nouvelle carte, quoi. Je crois que OP10, j'achète pour les mêmes raisons que j'ai explicitées. Je cherche des cartes spécifiques pour le jeu. Il y a notamment les nouveaux Kuzan pour Blackbird qui permet au deck de devenir un peu méta. Ouais. Et en plus de ça, bah, je peux chase les autres raretés qui m'intéressent. Ouais. Donc je pense que je suis client. Ouais. Anglais ou français, j'ai pas de préférence. Ok, donc si ça sort d'abord en anglais, tu prends Je en prendrai anglais, quoi. direct en anglais. Ouais. Ok. Même si Sans- peut-être en français, ce sera moins cher. Pourquoi ce serait moins cher? Bah, imaginons c'est moins cher les prix en français. Ah bah je prendrai en français. Mais du coup, tu auras acheté en anglais avant. Ah non, mais moi, alors c'est simple. Dans ma hiérarchie de quoi j'achète, Ouais. c'est le temps et le timing qui priment. Ok. Donc si ça sort Donc, d'abord plus en tôt possible, anglais, t'achètes, quoi. si ça sort d'abord en anglais, ouais, bah en plus, on est créateur de contenu, je suis soumis à des dynamiques qui sont. Oui, mais pour la création One Piece, t'es pas. Ouais, mais je suis comme ça. Genre, j'aime consommer comme ça. Donc si ça Je vois. sort d'abord en anglais, je prendrai d'abord en anglais. Ok. Si par contre j'ai le choix et que c'est moins cher en français, j'ai aucun problème à avoir mes cartes en français. Au contraire, Ouais, ouais. c'est même plutôt cool, quoi. Bien sûr. Non, je parlais pour le timing, ouais. Ça marche. Et c'est la fin de ces petits produits qui sortent là. Bon, il y en a d'autres qui sortiront Ouais. plus tard, évidemment. Du coup, ça vous permettra aussi de savoir, entre guillemets, sur quoi vous voulez vous positionner. Évidemment, j'ai pas mis Flesh and Blood, ça sort le 6 juin. Mhm. On va pas. Oui, c'est ce qui sort dans le Voilà, mois qui c'est arrive. ce qui, quoi. ce qui Le mois sort suivant. dans les 1 ou 2 mois. On espère que la petite chronique vous a amusé. Plutôt que de vous faire juste un récapitulatif de toutes les sorties, ça rend le truc un peu plus amusant. Et ça clôture du coup ce podcast Oui. multi-TCG. Tout à fait. Merci beaucoup au chat Twitch de nous avoir tenu compagnie tout du long. Désolé pour les coupures, les soucis techniques, etc. On reviendra plus fort. Voilà, on essaiera de résoudre ça. Chaque fois, on essaye, on change un peu de matos, on voit, et s'il y a d'autres couacs, eh ben, on essaie de résoudre ça. En tout cas, en espérant que ça ne vous ait pas gâché l'expérience pour vous YouTube et pas trop galère pour vous Twitch. Parce que c'est vrai que les coupures, vous les avez beaucoup moins senties que sur Twitch pour YouTube. Ouais. On vous fait des bisous. On vous dit à très bientôt sur Twitch pour des lives et sur YouTube pour des vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de C'était de la belle magie. Ciao tout le Ciao monde. tout le monde.